Ce qui s'est passé sur l'île de Hark, ils l'appellent Hark, mais en persan, c'est Hark avec un K à la fin. D'accord, c'est Ark, c'est bien ça. D'accord. Oui, c'est l'île de Hark, oui. Alors, quelle est ta compréhension de l'attaque? Parce que les États-Unis ont d'une certaine manière essayé de dire que, tu sais, ils avaient attaqué l'île avec des avions de chasse. Plus tard, nous avons appris du ministre iranien des Affaires étrangères que l'attaque avait été menée avec des HIMARS depuis les Émirats arabes unis. Et voici ce que le ministre iranien des Affaires étrangères nous a dit. La nuit dernière, ils ont attaqué l'île de Kark et l'île d'Abu Moussa avec, vous savez, le système de roquettes d'artillerie, le HIMARS, comme ils l'appellent, qui est une roquette à courte portée. Ils l'ont fait depuis le sol de nos voisins. Il est parfaitement clair qu'ils utilisent désormais le territoire de nos voisins pour nous attaquer avec ce type de roquette, et c'est absolument inacceptable. Quels voisins, monsieur? Eh bien, les attaques de la nuit dernière ont été suivies par nos forces. Et il est maintenant clair qu'elles ont été tirées depuis les Émirats arabes unis, depuis 2 endroits aux Émirats arabes unis. L'un à Ras Al Khaimah et l'autre tout près de la ville de Dubaï. Et il est très dangereux qu'ils utilisent des zones densément peuplées pour lancer des roquettes contre nous. Ce qui est important, c'est qu'il a mentionné 2 lieux, Ras Al Khaimah et un autre près de Dubaï, tous 2 des zones très peuplées. Quel était l'objectif principal de l'attaque sur l'île et pourquoi ont-ils décidé de la lancer depuis les Émirats arabes unis, à partir de ces endroits précis? Honnêtement, tu sais, je n'ai jamais vraiment... J'ai vu sur une carte qu'il y avait une île là-bas, mais je ne l'ai jamais regardée de près. Donc pour commencer, je vais devoir examiner de plus près la petite partie touristique, parce que j'ai lu et écouté d'autres personnes la décrire. Apparemment, il y a là-bas un très ancien monastère chrétien. Il y a des catacombes, quelques villes, donc apparemment, d'un point de vue historique, c'est un lieu très ancien. Je crois que c'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et le monastère est toujours actif. Donc, il est plein de monde. Je crois que c'est un monastère de femmes. Donc ce n'est pas juste une petite île perdue au milieu de nulle part, parce que tout ce dont on parle, c'est qu'elle a du pétrole. Enfin, une station de ravitaillement en pétrole. C'est là que les pétroliers viennent et qu'on y déverse le pétrole. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à communiquer en ce moment. Une gorgée de café et on recommence. C'est une station d'alimentation en pétrole. Donc normalement, dans ces endroits, il y a toute une série d'infrastructures qui, par exemple, servent à nettoyer le pétrole. Comme à Sakhaline, où j'étais auparavant consultant en pétrole et en gaz, on y trouve une station qui nettoie le pétrole. Parce que lorsque vous extrayez le pétrole du sol, il contient toutes sortes de contaminants, du sable, d'autres produits chimiques, des minéraux, différentes choses, tout ce qui sort du sol. Il faut tout filtrer, tout nettoyer. Parfois, on trouve même des animaux morts. Étonnamment, ils parviennent d'une manière ou d'une autre à s'y introduire. On a déjà trouvé des choses dans les pipelines. Comment diable cet écureuil est-il arrivé là? Tout le monde a fini par s'y retrouver, d'une façon ou d'une autre. Alors, on nettoie tout ça, et ensuite, la version plus moderne, c'est qu'un peu au large, il y a un énorme robinet. Ça ressemble littéralement à un robinet géant. Le pétrolier vient se placer en dessous et il commence à se remplir, selon l'installation qu'il s'agisse d'un grand réservoir ou de plusieurs réservoirs dans le pétrolier, et il les remplit de pétrole. Ensuite, il repart, le suivant arrive, et ainsi de suite. De cette façon, ils n'ont pas besoin de s'approcher du port ou du rivage. Voilà l'infrastructure sur place. Maintenant, il y a une usine de dessalement qui a été touchée. Et apparemment, il y a 30 villages.
Je ne sais pas comment ils font tenir 30 villages. Probablement de très petits points d'habitation sur cette île pour les gens qui y vivent. Ils dépendaient de cette usine pour avoir de l'eau douce. Et puis, il y a ce site, ainsi que quelques sites militaires autour, pour le protéger. Eh bien, les États-Unis auraient apparemment fait exploser 2 sites militaires. Et pendant que les attaques MS tiraient, j'ai vu des vidéos d'eux tirant quelque part près de Dubaï, ils ne tirent pas depuis l'intérieur de la ville. Ils sont dans un environnement désertique, juste à l'extérieur de la ville. Si vous êtes déjà allé à Dubaï, vous savez que la ville se termine très vite. On arrive simplement à sa limite, et ensuite il y a une dune de sable. Donc ils tirent depuis quelque part là-bas, près de la côte. Mais je doute qu'il ne s'agisse que de missiles Attack-MS, car chaque HIMARS ne transporte qu'un seul missile Attack-MS. Les MLRS en transportent 2. Donc vous voyez, il aurait fallu une longue séquence de feu, 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 car il n'y a que quelques HIMARS qui sont des véhicules à roues pour tirer. Donc il faudrait revenir en arrière et recharger. Je veux dire, c'est un missile assez gros, plutôt lourd. Donc il faut une grue pour le recharger ou changer le bloc. En général, c'est juste une sorte de boîte de lancement qu'ils installent, avec les missiles à l'intérieur. Ça tire, puis on l'enlève, on en met une autre, on repart, on tire à nouveau. Donc oui, c'est assez lourd pour que ce soit lent. Il est plus probable qu'ils aient fait les 2. Qu'ils aient tiré à distance depuis des chasseurs. À distance signifie qu'ils ne vont pas s'approcher trop près de l'espace aérien iranien, parce qu'ils ne veulent pas se faire abattre par des systèmes anti-aériens qui, soi-disant, n'existent plus. Mais ils continuent de tirer. Je ne sais pas comment ils font. C'est le fantôme de la défense anti-aérienne qui continue de tirer. Parce que si l'on en croit Trump, l'Iran s'est rendu, je crois 3 fois déjà. Il s'est rendu aux Arabes, il s'est rendu aux Américains. Enfin, tu viens de le dire, il s'est encore rendu. Je ne pense pas que quelqu'un ait dit aux Iraniens qu'ils s'étaient rendus. Ils ne semblent pas comprendre qu'ils se sont déjà rendus. Ils continuent de tirer. Tout comme ils ne comprennent pas le message de Trump selon lequel tout a été détruit, qu'il ne reste plus rien. Mais ils continuent de tirer. D'ailleurs, Trump a déjà dit « Je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas rendus ou pourquoi ils n'ont pas abandonné. » Ah d'accord. Voilà littéralement la stupidité à laquelle nous faisons face. Eh bien, ils ont détruit les sites militaires. Ils n'ont pas touché au pétrole. Et Trump a dit, dans sa mégalomanie, « Je n'ai pas touché au pétrole parce que, vous savez, les installations pétrolières. Mais je pourrais le faire. Si vous ne vous rendez pas, je le ferai. » Mais les Iraniens ont répondu, « D'accord, fais ça, et nous détruirons les installations pétrolières de tout le monde le long de toute la côte du Golfe. Et ensuite, que feras-tu? » Et ils en étaient capables. Je ne sais pas comment, puisque tout a été détruit, mais apparemment, d'une manière ou d'une autre, le fantôme des systèmes de missiles balistiques continue de tirer. Les missiles continuent de tomber, parce que, encore une fois, si l'on écoute Trump, il ne reste plus rien en Iran. Mais il continue de tirer. Alors, qui croire? Croyez-vous vos yeux quand vous voyez les missiles s'envoler? Ou croyez-vous Trump? Bien sûr, vous croyez Trump. Donc, ils ne l'ont pas détruit, parce que si l'Iran détruit tout de l'autre côté, et d'ailleurs, apparemment, certains tirs viendraient aussi de Bahreïn, la grande question est de savoir si le roi de Bahreïn est encore là. Il y a des rumeurs selon lesquelles il aurait fui avec sa famille, parce que Bahreïn est en train de partir en fumée à cause de la révolte chiite. Oui. Donc, si ça s'effondre, le pétrole atteindra sûrement les 200. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde, même les plus idiots, comprendra qu'on peut rouvrir le détroit demain, mais qu'il n'y aura plus de pétrole. En l'état, même si vous ouvrez les détroits demain,
il y aura encore des problèmes pour faire sortir le pétrole, du pétrole frais. Beaucoup de pétroliers ont été détruits ou endommagés, et certains bloquent le passage. Il faut les draguer, et tout cela devient un gros problème. Mais oui, pour l'instant, c'est la situation sur cette île. Est-ce le seul moyen pour l'Iran d'exporter son pétrole? Non. L'Iran dispose en réalité d'environ 5 ports qu'il peut utiliser. Celui-ci est simplement le plus grand. Donc, s'il est détruit, c'est un problème pour l'Iran. Absolument. C'est un coup porté à l'économie. De toute façon, il ne sort pas beaucoup de pétrole en ce moment, même le pétrole iranien, à cause de tout ce qui se passe. Une partie l'est, ce qui, soit dit en passant, énerve les Américains, parce qu'un peu de pétrole iranien passe encore par là. Incroyablement, ils ont laissé sortir leur propre pétrole à travers leur propre blocus. Je sais. Comment est-ce possible? Mais ce serait un coup dur. Oui, ce serait un coup dur. Le truc, avec les Américains, c'est qu'il faut comprendre pourquoi ils ont dit aux Israéliens de ne surtout pas frapper les infrastructures pétrolières. Ils veulent ces infrastructures pétrolières, au cas où il y aurait des armes nucléaires en dessous. C'est pour ça, pour aucune autre raison. Oui, la raison américaine de cette guerre évolue à une vitesse incroyable. Si tu écoutes depuis le premier jour jusqu'à n'importe quel jour, tu ne comprendras jamais vraiment. Chaque jour, il y a une nouvelle raison pour laquelle nous avons commencé cette guerre avec l'Iran. C'est incroyable d'entendre à quel point le discours change sans cesse, parce qu'ils ne savent pas comment vendre cette guerre. Ils n'y arrivent pas. Il n'y a eu aucun soutien populaire, même dès le premier jour, alors qu'en général, les gens se rassemblent autour du drapeau en Amérique. Il n'y a eu aucun soutien pour cette guerre dès le départ. La population y est opposée, donc le récit ne cesse d'évoluer. Mais on peut voir qu'ils veulent l'infrastructure pétrolière. Ils veulent au moins la contrôler. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas la détruire, et qu'ils s'inquiètent de voir l'Iran frapper des cibles le long de la côte, détruisant une grande partie de l'infrastructure pétrolière appartenant aux Américains. Sas, d'après ce que nous avons appris par les médias iraniens, il semble qu'environ 60% des réserves de pétrole de cette île aient été évacuées d'une manière ou d'une autre. Elles ont été déplacées avant le début de la guerre. 60%. Et depuis le début du conflit, ils exportent du pétrole depuis l'île. Je ne sais pas combien il leur en reste encore là-bas. Je suis vraiment sceptique, tu sais, je doute de ce qu'il reste dans ces pétroliers sur l'île. Et d'un autre côté, tu as mentionné les attaques. L'un des principaux arguments de ces États arabes est qu'ils ne font pas partie de la guerre, qu'ils n'y participent pas. Mais l'Iran a récemment attaqué ses avions ravitailleurs, des avions citernes, en Arabie Saoudite par exemple. Lors d'une attaque, ils ont touché 5 de ces avions. Peut-on vraiment dire que ces pays n'ont pas encore pris part à la guerre? Parce que d'après ce que nous avons vu, les attaques venant de ces pays, les renseignements provenant de ces pays, ils font partie de la guerre. Comment peut-on prétendre le contraire? Avant de venir en direct, je regardais Farid Zakaria sur CNN. Il a dit que la décision la plus stupide de la part des Iraniens avait été d'attaquer les États arabes. Comment peut-on avancer un tel argument, que l'attaque était stupide, alors que l'Iran connaît le niveau de renseignement, les attaques et la manière dont ces pays ont été utilisés jusqu'à présent pour attaquer l'Iran? Tu sais, tout d'abord, la plupart des cibles de l'Iran n'étaient pas ces pays-là. Il attaquait les bases américaines qui s'y trouvaient. Une grande partie des projectiles entrants a été abattue au-dessus de ces villes par les Américains dans les premiers jours. Donc tu vois, il y a cette chose incroyable qu'on appelle la physique et la gravité. Ce qui monte redescend, même si ça redescend en de nombreux petits morceaux.
Et quand on détruit quelque chose dans les airs au-dessus d'une ville, étonnamment, ça retombe sur cette ville. Donc forcément, ça cause des dégâts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que l'armée américaine n'a pas vraiment évacué les troupes comme elle l'avait annoncé. Je veux dire, on disait qu'elles étaient passées de 56 000 à 26 000. Donc, quelque part, environ 30 000 militaires américains ont disparu. Mais pas beaucoup ont disparu dans les hôtels. En fait, ils publiaient des vidéos des bases en train d'être frappées depuis les hôtels. L'un d'eux commence à paniquer, à tourner sa caméra dans tous les sens, et on voit cette chambre vraiment luxueuse. C'est du genre, oui, ça ne ressemble pas à quelque chose que l'armée obtient. Ils n'ont pas de mauvais logements en général, surtout là-bas, mais ils n'ont pas de chambre d'hôtel de luxe. Donc ces gars étaient logés dans ces hôtels pour rester en dehors de la base. Et dans certaines de ces zones, dans certains de ces hôtels, ils rassemblaient du personnel militaire. Les Iraniens frappaient ces hôtels pour atteindre ces personnels. En gros, tu transformes un hôtel en caserne ou en poste de commandement. Et voilà. Certains de ces gouvernements, vous savez, il y avait de la tromperie dans l'air. Par exemple, les Saoudiens disaient que leur espace aérien était neutre, mais en réalité, ils permettaient aux avions de chasse américains de le traverser. Des chasseurs bombardiers, des F-35, des F-18. Cela s'est su quand quelqu'un, volontairement ou par accident, n'a pas éteint son transpondeur, et tout le trajet du vol a été enregistré dans le monde entier. Donc, c'était un moment de « oups ». Mais les Saoudiens, pour la plupart, d'après des sources très fiables, ont dit aux Américains là-bas d'aller se faire voir. Ils ne comptent pas s'impliquer dans cette guerre. En fait, on a vu Lindsey Graham, s'agiter, crier et hurler contre les Saoudiens en disant quelque chose comme « Oui, pourquoi est-ce qu'on vous protège mais que vous ne les protégez pas ?» C'est exactement ça, bon sang. Pourquoi est-ce qu'on te protège? Il faut que tu y ailles maintenant, que tu entres dans la bataille. Bla 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 bla. Le classique moment, je plane et je me fais plein de fric à chaque tir de missile, façon Lindsey Graham. Donc, tu vois, à ce moment-là, les Saoudiens sont au moins assez intelligents pour dire « Non, on ne se mêle pas de ce combat. » Parce que s'ils s'en mêlent, ils risquent de ne plus avoir de pays à la fin, venant de plusieurs directions, y compris des Yéménites, à qui les Saoudiens ont pris plusieurs provinces, lesquelles, soit dit en passant, contiennent beaucoup de pétrole. Et il y a des chiites installés là-dessus, sans parler de la plupart de leurs zones pétrolières. Ce sont des régions à population chiite. Leur économie serait détruite pour très longtemps. Leurs usines de dessalement d'eau seraient détruites, ce qui les empêcherait de fournir de l'eau à la majeure partie de leur population. Et qui sait, les Jordaniens pourraient bien retrouver un peu de courage et se rappeler que les Hachémites étaient les gardiens de la Mecque et de Médine, et non la maison des Saouds. Ils pourraient se dire, tant qu'à faire, reprenons cela aussi. Les Saoudiens pourraient alors très vite se retrouver sans pays. Ils ont eu l'intelligence de dire « Non, nous allons rester neutres ». Ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont dit aux Américains « Vous êtes seuls, ne comptez pas sur notre aide, ne comptez pas sur nous pour évacuer vos bases. Vous êtes seuls ». L'autre chose que j'ai apprise, en tant qu'officier de blindé ayant passé beaucoup de temps avec l'infanterie, m'a profondément surpris lorsque je l'ai découverte. So this was shocking to me when I learned this. Those bases, American bases there, they don't have Ces bases américaines là-bas, elles n'ont pas de bunkers. Elles n'ont pas de bunkers. Il n'y a nulle part où se cacher. D'abord, ils étaient convaincus que cela durerait 3 ou 4 jours, comme avant. Une démonstration, une mort à petit feu. Même si les Iraniens disaient « Oui, on va tout frapper. Peu importe l'ampleur de l'attaque que vous nous infligez, on va tout frapper. » Mais ils n'y ont pas cru. Ensuite, ils avaient une telle confiance dans les systèmes antiaériens.
Eh bien, même si ces systèmes ont fait beaucoup de dégâts, détruisant ce qui arrivait, ce n'était pas du tout suffisant. Évidemment, pas au début. Mais cela a continué encore et encore. Et même si vous avez le meilleur système antiaérien du monde, vous finirez par manquer de munitions tôt ou tard. Nous en sommes au jour 17. Enfin, d'accord, presque au jour 17. Nous sommes hors de la zone, donc dans une demi-heure, ce sera le jour 17. Tant pis pour les 4 jours. Ils sont à court de munitions depuis longtemps, et l'Iran est maintenant en train de les écraser. 5 ravitailleurs Stratos brûlaient après avoir été touchés hier. Ils se font littéralement laminer. D'après ce que j'ai entendu, ils envisagent peut-être d'évacuer tout le personnel de beaucoup de ces bases. Ils n'ont aucune défense. Et jusqu'à présent, les Iraniens ne se sont pas attaqués aux troupes de manière significative. Ils détruisent le matériel et tout le reste. Si demain, ils décident enfin de s'en prendre aux soldats américains, ce sera un massacre. Ils n'ont nulle part où se cacher. Ils n'ont pas de bunker. Tu sais, en tant qu'infanteriste, comment peut-on ne pas creuser un bunker? Surtout si vous êtes sous une menace potentielle. Pourquoi ne pas creuser un bunker? Ils n'en ont jamais creusé. Ils n'ont pas de bunker. Ce qui est, encore une fois, je ne sais pas combien de fois je peux le dire. Pour moi, c'est comme dire que le Soleil est carré. C'est un cube, pas une sphère. C'est ce niveau de quoi? Mais apparemment, oui, ils sont fichus. Fichus au-delà de toute réalité à ce stade, par leur propre faute. Je veux dire, il faut être plus bête qu'une boîte de cailloux avec un seul caillou dedans, et rester aussi idiot pour ne pas construire de bunkers. Mais apparemment, ils ne l'ont pas fait. Donc maintenant, ils ne savent pas quoi faire. Et l'Iran, si demain l'Iran hausse les enchères, vous savez, il y a plusieurs façons pour l'Iran de le faire. Évidemment, il pourrait commencer à s'en prendre sérieusement aux troupes américaines. Je veux dire, s'en prendre sérieusement aux troupes américaines sur ces bases. Il y a déjà bien plus de victimes que ce que les États-Unis admettent. Je multiplierais probablement leurs chiffres par 9 ou 10 pour me rapprocher de la réalité. Mais cela pourrait être bien pire que ça. Plusieurs fois pire. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, l'Iran peut détruire toute l'infrastructure, du haut en bas, l'infrastructure pétrolière. L'Iran, d'ailleurs, a prévenu les entreprises américaines. Dégagez, faites partir vos employés, parce que les États-Unis ont frappé des industries iraniennes. C'est tout. Nous allons détruire chaque usine américaine, toute installation de production le long du golfe Persique. Ils vont le faire. Donc, ils leur ont donné un avertissement clair. Faites partir vos gens, car maintenant vous êtes la cible. On verra s'ils le font ou non. Et puis, si jamais on en arrive au dessalement, où vous savez, l'Iran pourrait facilement anéantir la majeure partie de la population du côté perse, du côté sud du golfe Persique, du côté arabe du golfe Persique, parce que des pays comme Bahreïn et le Qatar dépendent à 100% de l'eau issue du dessalement. L'Arabie saoudite en dépend à environ 70 à 80%. On dit que les Israéliens en dépendent à environ 75%. J'ai parlé l'autre jour à un ancien Israélien qui a déménagé en Russie. C'est en fait un juif séfarade. Il déteste Israël et est parti de là-bas. Et il me disait, eh bien, ce n'est pas 75%. Ils ont assez d'eau pour nourrir la population, mais pas assez pour l'agriculture. Et tout va à l'agriculture. Bien sûr, cela détruirait un très large secteur de l'économie israélienne si cela se produisait. Donc c'est, eh bien, vous savez, voulez-vous vraiment emprunter cette voie? Et enfin, soyons francs, les États arabes du golfe Persique sont des entités artificielles. Quand je suis allé à Dubaï, bon sang, je crois que c'était en 2013, j'y étais en tant que directeur régional chez Halliburton pour la chaîne d'approvisionnement en Eurasie. Nous avions une grande réunion du personnel là-bas, donc j'y suis allé dans ce cadre. Et quand j'ai atterri,
je voulais aller voir quelque chose d'historique. J'aime les lieux historiques, j'aime les sites anciens, alors je me suis dit, je vais aller voir le vieux Dubaï historique. Et je n'ai rien trouvé sur le Dubaï historique. Point final. Rien. Rien d'écrit nulle part. Je me promène, je demande aux gens, et ils me disent « Le Dubaï historique, c'était un fort en briques de boue dans un minuscule village. Il n'y a pas de Dubaï historique. » Voilà tout ce qu'était Dubaï, un tout petit port et la forteresse en briques de boue d'un petit chef de guerre, si tant est qu'on puisse appeler ça ainsi. C'est tout. Donc toute cette ville de Dubaï est une entité artificielle construite à partir du désert, comme chacune de ces villes. Bahreïn avait une population minuscule. Le Qatar avait une population minuscule. Ainsi, la population arabe native de cette région a grandi très rapidement, ce qui n'aurait pas été le cas autrement. Et en plus, toutes les personnes qu'ils ont importées pour les servir ont également augmenté très vite. Ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Ils doivent importer de la nourriture, ce qui, soit dit en passant, va devenir un très gros problème très bientôt. Nous en sommes au jour 17. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'avions ou de navires qui arrivent chargés de produits frais, donc ils vont commencer à en manquer. La famine va s'installer. Si cela continue encore un mois ou deux, il y aura une crise humanitaire massive. Et si l'on détruit l'usine de dessalement, eh bien, vous savez, une personne dans le désert, un jour sans eau, c'est fini. Avec ce genre de chaleur, la chaleur monte en ce moment, on atteint 50-55 degrés Celsius. À l'ombre, il fera 50. Sans eau, on ne survit pas plus d'un jour, peut-être un jour et demi. Et si l'électricité s'éteint, il n'y a plus de climatisation. Vous êtes dans cette chaleur. Je veux dire, c'est une catastrophe humanitaire massive, quelque chose que nous n'avons probablement jamais vu auparavant à une telle échelle, aussi rapidement. Ce n'est pas la famine en Afrique, où une personne peut mourir de faim pendant des semaines avant de mourir selon ce qu'elle consomme. Là, c'est, vous savez, 2 jours sans eau. Au revoir. 100 millions de personnes. Ce niveau-là, c'est stupéfiant. Mais oui, c'est la situation que l'Amérique a déclenchée pour tout le monde. Félicitations, Monsieur Trump, pour le cadeau de la paix du tombeau, du cimetière. Je veux dire, ce que lui et Netanyahou ont créé, c'est une catastrophe humaine massive.